Alors, alors, les amis, entretien comme promis avec le collectif Fidawam. Alors ça va être en mode entretien, les amis. Comment dire? Alors c'est qui veut monter? Il y a Fata qui veut monter. Marwan et Fata, pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Palestine, Lyon, c'est pas le comment dire? C'est pas le moment, on va dire. D'habitude, parce qu'en fait, d'habitude je les fais monter pour les comment dire pour les dons en fait pour les Fata après il y a pas de souci hein, parce qu'en fait là c'est un entretien, c'est un interview en ce moment là à l'heure où je te parle, mais il y a pas de problème, t'es chez toi ici Fata, il y a pas de souci. Fais-moi monter mon frère, je suis avec Sarah. C'est Marwan, c'est ça Fidawam qui est Oui, avec oui, toi? c'est un membre du Salut collectif. Mohamed. Non, donc Mohamed, il pourra pas être là, il a pas internet pour le moment, malheureusement. Donc en fait Marwan c'est qui ce monsieur? C'est un membre du collectif. C'est Un le membre du porte-parole du collectif? collectif. Ouais. D'accord, pas de problème. Donc en fait, je pose la question à vous deux en fait, il y a pas de souci. Comme tu veux. Alors, tac, Fidawam. Alors Marwan, il est où? Marwan est là. Alors, Assalamu tac. alaikum. Comme salam wa rahmatullah. Comment ça va? Allez, wa avec la baisse. Alhamdulillah, Ça la va? basse maintenant. Hamdoullah, hamdoullah, Alhamdulillah. hamdoullah. Donc on a une petite heure ensemble. On a une petite heure ensemble. Comment dire, on va justement Sarah m'a sollicité de Fidawam de justement par rapport à son collectif, à son histoire aussi qui est une super belle histoire hein, franchement, il y a rien à dire. Et justement comme elle était venue un matin sur mon autre compte qui s'appelle le Magnéto Mahmoud, je lui dis pourquoi pas parler de votre collectif et de ce que vous faites parce que il faut savoir que moi tous les matins j'ai au moins 10 Palestiniens qui sont dans l'ascenseur et que en fait ils sont dans le Salem, tout le monde Salem en bas hein, et qu'ils attendent de monter pour récolter des cadeaux tout ça. Et justement Fidawam Saad Fidawam est venu un matin pour nous parler de tout ça et j'ai vu que en fait elle nous a parlé de son collectif et j'ai dit pourquoi pas un entretien et on en parle comme ça, il y aura une visibilité sur vous et une visibilité aussi sur YouTube avec le public de YouTube qui est un autre public. Et pourquoi pas vous faire connaître un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à devenir voilà une référence sur tout ce qui est aide aux Palestiniens. Donc voilà. Donc est-ce que vous êtes prêts, Sarah, Marwan? Plus que jamais. Pas de problème. Plus que Je jamais. suis prêt. Ok. Alors introduction. Alors Sarah, avant de nous plonger dans l'aventure Fidawam, et je vais dire Sarah et Marwan. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Est-ce que vous représentez ce que vous représentez TikTok pour vous avant cette rencontre décisive en fait? Je commence, Marwan, ou... Comment ça? Ça marche. Pour moi, TikTok, c'était simplement un outil de distraction et je l'utilisais pas autrement. J'avais une utilisation très restreinte et d'ailleurs, j'avais pas un bon a priori de cette application. Alors pour moi, c'était que quelques moments dans la journée, le temps de scroller durant le repas, mais pas plus. D'accord. Marwan? Moi, ça me préparait, hein. C'était un outil plus de divertissement et on va dire, passer du temps sur les réseaux sociaux. C'était des réseaux sur lesquels je peux laisser le plus de temps, même si c'est toujours le cas en vérité. Et voilà, ouais, c'était pas forcément dans le but d'aider qui que ce soit ou de faire autre chose que du divertissement. Ouais. Ouais, c'était juste pour passer le temps comme un peu tout le monde en fait. On est là, on passe C'est le ça. temps, on scroll. Tiens, il y a du foot. Tiens, il y a du drama. Tiens, un truc qui fait rire. Ouais, je pense en fait, on est tous rentrés un petit peu pour ça. Et en fait, des fois, il peut se passer des choses merveilleuses. Enfin, moi, pour ma part, moi, TikTok a été un outil merveilleux pour plein de choses. Après, je vais pas raconter mon histoire. Ça, un jour, je le raconterai. Mais c'est vrai que TikTok a un pouvoir de comment dire, un pouvoir de faire un petit peu bouger les choses. Mais aussi dans le sens contraire, un pouvoir aussi de te détruire. Mais c'est l'envers du décor des réseaux sociaux. Alors, en un, j'ai mis en un, j'ai fait un petit un petit questionnaire. Alors en un, il y a la rencontre et le déclic. Alors, moment fondateur, pouvez-vous nous raconter comment vous avez rencontré Mohamed le 17 octobre 2024 sur TikTok?
Ça marche. Alors, on aura deux discours différents puisque moi, je suis la première à l'avoir connu et j'ai passé un petit temps avec lui avant d'avoir fondé un collectif et d'avoir trouvé des personnes formidables qui aujourd'hui en font partie. Donc, au départ, il n'y avait pas du tout de collectif. J'ai rencontré Mohamed sur un live très connu, là où il y a plein de Palestiniens qui montent et qui tentent leur chance pour gagner une pièce ou deux. Et je l'ai connu sur ce genre de live. En fait, moi, j'ignorais tout de tout ce qui pouvait se passer sur TikTok à ce niveau-là, la cause palestinienne, etc. Et j'étais très intriguée. J'ai atterri sur ce live malencontreusement, on peut le dire, c'est le Mektoub, hein. Et en fait, il y a mon attention qui s'est figée sur quelqu'un parce que je traduisais les messages. Sur TikTok, on a cette opportunité-là, ils écrivaient tous en arabe. Comme je sais pas lire l'arabe, je les traduisais et il y en a un qui s'était démarqué parce que il y en a un en fait qui disait que ceux qui ont des bébés en bas âge montent avant moi. Et j'étais confuse parce que je me suis dit, bon, ces gens-là, ils vivent la guerre, enfin, pour pas citer d'autres noms, pour pas te strike, ils vivent en G, et je me suis dit, mais qui est assez altruiste, en fait, pour penser à ce genre de choses? Et par conséquent, je traduisais tout le reste de ces messages, et en fait, il s'était démarqué par son altruisme. Et je me suis dit, mais en fait, moi, même si j'avais pas de bébé en bas âge, je me battrais, en fait, pour monter et avoir un peu d'argent. Et du coup, je l'ai ajouté un ami. Sans prétention aucune, j'en espérais pas grand-chose, mais il m'a envoyé un message et de là on a discuté. Alors moi mon but premier c'était simplement d'avoir des vraies infos sur le terrain parce que pour moi en fait à part à la télévision et quelques vidéos qui s'échappaient des réseaux sociaux, j'avais pas grand-chose en fait pour approfondir mes connaissances. Et puis je me suis dit pourquoi pas lui poser des questions, mais je pensais pas du tout que je pouvais aider quelqu'un. Voilà comment je l'ai connu. Alors, Marwan, comment t'as connu Mohamed? Alors, moi, de mon côté, ouais, c'est vrai que c'est plus tardif que Sarah. Je suis arrivé en cours de route dans leur aventure et je l'ai rencontré donc via l'entourage de Mohamed. Il y avait certaines personnes qui sont encore là avec lui en ce moment, qui le faisaient monter dans leur live. Et comme c'est des connaissances que j'avais, c'était pas forcément de mon côté des choses auxquelles on va dire je participais, hein, le fait que de faire monter des personnes qui étaient dans le besoin et tout, c'était pas des choses dans lesquelles j'étais vraiment on va dire impliqué. Mais Mhm. Mohamed, on va dire qu'il était assez différent. C'est une personne qui se montrait, qui on va dire qui était assez différent dans son comportement et dans son énergie. Et on va dire c'est ça qui m'a fait percuter, qui a fait que je me suis attaché à lui en soi. Et c'est à partir de là, au fait, que j'ai décidé d'être présent quoi, à ses côtés. Et voilà, donc c'est assez bref comme rencontre. Et depuis ce moment-là, on est quasiment tous les soirs à ses côtés pour Mais soutenir. qu'est-ce qui vous a, à quel moment vous avez senti qu'en fait que ce lien allait au-delà en fait d'un simple échange virtuel? Parce que par exemple, après c'est naturel. Moi tous les matins, je pense que vous la connaissez, c'est parce que je pense qu'elle vient chez vous aussi. Moi tous les matins, il y a Riten qui vient même, c'est même dès la première heure même. Et celle-là, il y a un peu plus que les autres parce que c'est elle qui nous prévient quand il y a des gens sous bannière palestinienne viennent demander des cadeaux, tout ça. C'est elle qui me prévient que cette personne est syrienne, cette personne comment dire, égyptienne, d'un autre pays, d'un autre pays, d'un autre pays. Et en fait, j'ai un peu plus de, comment dire, j'ai un peu plus, pas de lien, mais j'ai un peu plus confiance en cette personne. Les autres, je les connais moins. Mais voilà, on fait les choses. À quel moment vous avez senti que ce lien était bien plus qu'un lien TikTok en fait? Moi, j'ai senti que c'était bien plus qu'un lien TikTok à partir du moment où je lui avais confié que je ne pouvais pas l'aider parce que financièrement, j'étais prise ailleurs. Et en fait, il m'a rassurée et c'est pas du tout ce qu'il attendait de moi de prime abord. Il voulait simplement en fait que je me demande de ses nouvelles, que je m'intéresse un petit peu à lui. Et en fait, Mhm. moi, j'ignorais tout de lui. Je savais pas quel âge il avait. Je pensais que c'était un monsieur très âgé. Je connaissais rien. J'avais pas besoin en réalité d'en savoir plus. Mais quand je lui ai dit que financièrement je ne pourrais pas l'aider, que je n'en avais pas les capacités, il m'a tout de suite rassurée. Il m'a dit mais je ne t'ai rien demandé. Et j'ai senti que ça allait être un lien différent à partir de ce moment-là, parce qu'on basculait plus dans la relation d'aidant à aider, mais on basculait plutôt dans une aide psychologique et une fraternité filaire
qui m'a profondément touchée à ce moment-là. Après, il y a eu une relation de confiance qui s'est installée, donc c'est quelqu'un qui m'a très vite donné ses papiers d'identité pour que je m'assure que ce soit un vrai Gazaoui. Il m'a montré Gaza en caméra, il m'a présenté sa famille rapidement. Donc, alhamdoulilah, la transparence aussi a contribué au fait que je me sois attachée à cette famille. Ensuite, je voulais juste rajouter le fait que tous les Gazaouis sont méritants, hein, mais après, il y a toujours ce petit truc qui fait que c'est comme dans la vie, hein, on s'attache plus ou moins. Et c'est cette petite chose-là qui a fait que je ne pouvais pas l'abandonner, en fait. Même si financièrement, j'étais pas là, il fallait que je le sois moralement et que je construise quelque chose autour de lui. Donc, je me suis dit, il me demande rien, je vais tout lui donner. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et si l'argent ne vient pas de moi, il va venir des autres, mais en tout cas, je vais tout faire pour qu'il en... Magnifique, franchement magnifique. Tous ceux qui sont là, partagez le live, les amis, partagez le live. Et sur ceux qui seront en différé sur YouTube, partagez cette vidéo parce que c'est d'une importance capitale. Là, on parle des Palestiniens. Les Palestiniens, voilà, c'est leur avenir est écrit en pointillé. Et dites-vous bien que nous, Algériens, on sait ce que c'est le sacrifice, on sait ce que c'est la guerre, on sait ce que c'est se battre pour ses terres et son indépendance. On a réussi. Les Algériens, les Palestiniens réussiront, mais ils ont besoin de nous. Donc, ne serait-ce qu'on leur donne juste une petite paille pour respirer. Voilà, partagez ce live. Et sur YouTube, partagez la vidéo. Et partagez-la à tout le monde. Il faut que le collectif Fidawam soit connu. Alors du virtuel à l'action, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce premier live d'entraide? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein. Bien sûr, l'aide, enfin, la situation en Palestine, mais qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce premier live, en fait? C'était un petit peu un acte désespéré, puisque moi, j'étais pas du tout une liveuse, ni même une tiktokeuse, hein. Moi, j'avais un peu d'abonnés, mais c'était dû à quelques interventions au sujet de la maternité, de l'allaitement, dû à mon métier. Mais c'était pas plus que ça. Donc, c'était sans prétention, encore une fois. C'était un petit peu à corps perdu. Et on était 2, on était 3, pas plus. Mais l'un d'eux avait quand même une petite communauté et c'était suffisant pour démarrer. Donc au départ, pourquoi on a lancé les lives, à part le fait d'être désespéré financièrement, c'était aussi et surtout pour lui tenir compagnie dans un premier temps, parce qu'il faut savoir que pour les Gazaouis, Internet c'est un investissement. Le ticket coûte $1 pour 3 heures et il voulait vraiment avoir un noyau solide autour de lui. Et lorsqu'il se connectait, évidemment, je me devais de l'accompagner et de ne pas le laisser. Donc, ouvrir un live, c'était à sa demande. C'était un acte désespéré. Waouh, ça veut dire que $1 par jour la connexion, quoi, et les 3 heures. $1 toutes les 3 heures, et souvent ils se connectent plus que ça. Donc, ouais. Tu sais quoi, là, tu m'as fait une belle révélation. Dans les prochains lives où je ferai monter des Palestiniens, je leur dirai ça. Je leur dirai que c'est $1 toutes les 3 heures. Donc en gros, s'ils sont là toute la journée, voilà quoi. C'est que en fait, il faut absolument les aider sur le moment, en fait, sur le moment, pour qu'ils puissent avoir d'avoir une connexion toute la journée et d'avoir un petit peu de fonds pour s'acheter à manger. Alors franchement, là, tu m'as fait une révélation. Franchement, merci, merci Sarah. Il faut absolument rentabiliser parce que c'est un investissement sur eux-mêmes. Ils savent jamais si avec ce $-là, ils doivent chercher une miche de pain ou quelque chose qui traîne, ou alors investir sur Internet dans l'espoir d'avoir un peu plus. C'est toujours un dilemme énorme chez les Palestiniens. Marwan, tu faisais partie de ce premier live d'entraide ou tu t'as fait des lives après ou tu l'as fait de ton côté Alors moi, comme j'ai dit au début, j'étais pas là dès le départ. Moi, je suis arrivé vers le mois peut-être fin décembre. À ce moment-là, Mohamed était déjà, on va dire, pas bien installé, on va dire, mais il y avait déjà des lives réguliers sur son profil. Et c'était pas forcément des lives d'entraide, c'était des lives dans lesquels on passait du temps avec lui. Et donc, j'étais pas présent, comme je dis, dans les lives où tout a commencé. D'accord. Alors, les amis, alors, comment avez-vous vécu ces débuts modestes, justement, à seulement 2 personnes connectées? Vous l'avez vécu comment? Enfin, toi, Sarah. C'était périlleux sur tous les points. En fait, il y avait plusieurs problématiques. La première, c'était de gagner la confiance des gens parce qu'il y a eu tellement d'arnaques sur les réseaux sociaux que montrer patte blanche, il le fallait absolument. Alors, le peu de gens qui venaient, c'était souvent des détracteurs et à juste titre, en fait, il y a eu tellement d'abus. Donc, il y avait cette première barrière-là qu'il fallait supporter. Puis, le fait de commencer modestement, ça demandait énormément de patience.
Surtout que, en fait, il faut comprendre que lorsque j'ouvrais ces lives, comme je l'ai répété 8000 fois, c'était vraiment sans prétention. Donc, c'était pas dans l'espoir que ça grandisse, ou que c'était vraiment dans l'espoir de lui tenir compagnie. Et voilà. Alors, selon vous, pourquoi cette petite étincelle a-t-elle suffi pour faire naître quelque chose de plus grand? Ah oui, ça, c'est la sincérité qui a tout fait. Ouais. C'est un petit peu de l'impalpable. C'est le fait qu'il soit comme il est, le fait que, en fait, Mohamed, pour mettre un contexte sur lui, c'est un jeune homme de 24 ans qui porte sa famille entière. À lui seul, il porte sur ses épaules une quinzaine de personnes. Son papa se meurt à cause d'un manque de médicaments liés à son diabète de type 2, donc il perd la vue, etc. Sa mère est épuisée. Et il a ses sœurs à charge, il récupère le tutorat de ses tantes parce que son oncle est tombé martyr. Bref, un schmilblick incroyable qui fait que son courage déjà nous a permis d'avoir cette étincelle-là pour faire de grandes choses, et aussi le fait que en fait on peut pas abandonner quelqu'un comme ça. On peut pas l'abandonner, on peut pas les abandonner. Comme je l'ai dit, j'ai tissé des liens aussi avec sa famille, donc j'ai eu sa petite sœur au téléphone, Nour, qui a 12 ans, et quand on la voit, on dirait qu'elle en a 8 parce qu'elle souffre d'une malnutrition. Et quand on a ces images-là gravées en nous, en fait, on ne peut pas lâcher. C'est interdit. En fait, c'est même pas envisageable. C'est en nous, c'est exactement ça. Marwan, c'est quoi la petite étincelle, toi, qui a fait que, voilà, quoi, qui a fait naître quelque chose de grand, toi aussi? C'est ce petit Après, ça, truc-là. je pense, ça fait partie du vibe, donc c'est le radar, je Mhm. pense. Après, il y a Mohamed, comme Sarah l'a dit, moi, c'est quelqu'un qui est très persévérant, hein. C'est quelqu'un qui abandonne pas, Ouais. malgré qu'il y a des moments très difficiles. Là, on peut le voir mieux actuellement, hein, c'est pas forcément de tout repos. Donc, je pense que c'est aussi sa persévérance, et même si c'est quelqu'un qui il s'expose pas, hein, sur TikTok, hein, c'est pas quelqu'un qui fait pas partie des personnes, comme elle a dit Sarah au début, comme elle l'a rencontré, c'était quelqu'un qui était, on va dire, assez altruiste dans le sens où il laissait passer les gens avant lui. Mhm. Et je pense aussi, bah, il y a aussi du côté, comme j'ai dit, tout ce qui était lié à sa foi. Je pense que c'est quelqu'un qui est persévérant, et donc aussi qui est forcément ça paye quand au bout d'un moment. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, la question que je vous posais à vous deux, c'est quel sacrifice avez-vous dû faire pour continuer à soutenir Mohamed et sa famille? Et avec un S, hein. Oui. Quel sacrifice. Il Ouais. y en a beaucoup, mais je veux aussi stipuler que le sacrifice, il est fait très volontiers, et c'est un sacrifice d'amour et de foi. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas le mot sacrifice dans le mauvais sens du terme. Ce sont les choses qu'on fait, qu'on donne bien volontiers pour que d'autres choses puissent se faire. Donc je veux pas que ce que je vais dire, qu'on pense que je me plaigne ou quoi, parce que pas du tout. Les sacrifices, ils sont de tout point. C'est-à-dire que le peu de temps libre qu'on a à côté de nos emplois et nos familles, on le donne. Le peu d'argent aussi qu'on réussit à avoir, l'argent est précieux pour tout le monde. Même si on vit en France et qu'alhamdoulilah, on n'est pas à plaindre, mais ça reste quand même précieux. Et c'est aussi un sacrifice financier. C'est-à-dire qu'avant de solliciter l'argent des autres, c'est un devoir personnel déjà de se solliciter soi-même. Mhm. Ensuite, le sacrifice, on perd énormément de vie sociale parce que tout ce qu'on a, on le donne. Il y a aussi notre famille qui commence à sentir qu'on s'éloigne petit à petit. Moi, j'ai toujours été vocale avec ma famille, donc ils savent, ils connaissent cette famille à Gaza, alhamdoulilah. Mais au début, c'était un petit peu un secret de polichinelle, donc c'était pas facile, mais voilà, il y avait aussi ce sacrifice de temps en famille. Il y a aussi le sacrifice de l'innocence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu tisses un lien avec une famille palestinienne, tu n'es plus dupe. Tu connais la vérité, tu as affaire à des vrais visages affamés, tu as affaire à des vrais gens, la précarité absolue et l'horreur absolue. Donc tu ne seras plus jamais comme avant. Tu fais le sacrifice de ta santé mentale, parce que lorsque tu dors, tu te demandes si tu le reverras le lendemain. Les Exactement. informations deviennent, voilà, tu vas sur les canaux Telegram alors qu'il y aurait tout cela avant. Tout devient une obsession. Tu vis pour ça. Tu n'as plus de loisirs, tu n'as plus forcément d'appétit parce que tu culpabilises de ce pain-là que tu as jeté parce qu'il était un peu trop sec. Tu revois tout ton mode de vie, et c'est un rêve, c'est très très bien. Mais c'est tous ces sacrifices-là qui sont très beaux et nécessaires. Super. Marwan, est-ce que toi, t'as eu bon, je pense que t'as fait des sacrifices exactement comme Sarah. Est-ce que en fait, voilà, parce que je sais que Sarah, il y a eu quelques petits problèmes par rapport des avertissements au travail, les fatigues accumulées. Est-ce que en fait, toi aussi, t'as eu ce genre de choses-là? Est-ce que voilà, on arrive rincé, fatigué de ces journées justement parce que là, on est vraiment
dans le sacrifice complet de son petit confort, même dans ses loisirs, tout ça, uniquement pour aider les Palestiniens. Est-ce que voilà, est-ce que ce sacrifice déjà d'une, est-ce qu'il en vaut la chandelle? Je pense que oui, mais est-ce que voilà, est-ce que t'étais un petit peu lessivé de la situation, de ce qui se passait à Gaza, et est-ce qu'au travail ça se passait bien? Je te pose la question, Marwan. Ah, donc moi, comme elle a dit Sarah, c'est un sacrifice qu'on fait avec plaisir, hein. C'est pas un sacrifice dans le sens où on va s'en plaindre. Mais c'est sûr que on alloue beaucoup de temps à ça, que ce soit Mhm. dans la production de contenu, dans le temps qu'on alloue à Mohamed pour être à son service en soi, avec plaisir bien sûr. Et forcément aussi tout ce qui est quand on accorde du temps, forcément c'est à n'importe quel moment, parfois quand on travaille, quand on est avec notre famille, et quand parfois pas qu'on s'empêche de dormir, mais faut être disponible à des heures tardives parfois, Ouais. pour pouvoir être présent pour lui, par exemple dans des lives ou quoi que ce soit. Donc ouais, il y a du temps qui est alloué, il y a de la fatigue qui s'accumule au bout d'un moment. Moi, alhamdoulilah, après, j'ai pas eu Ça a été facile forcément de, des séquelles comme Sarah, c'est sûr. la question que je vous pose, est-ce que dans votre vie familiale, est-ce que ça a été facile de gérer? Est-ce qu'il y en a, ils comprennent pas? Il y en a dans des familles, ils comprennent pas, hein. Est-ce que, voilà, est-ce que par rapport à votre temps libre, le fait que ça vous prend aussi beaucoup de temps, il y a eu, je sais pas, peut-être des tensions familiales, des tensions, tu sais, c'est ça, parce que en fait, quand on est trop, par exemple, je vous cite un exemple comme ça. Je m'en souviens quand je faisais partie d'une association de foot où j'étais entraîneur, c'est pour ça que je m'appelle coach Larage. Ça me prenait énormément de temps et après dans la vie familiale, ça pouvait faire des conflits, du manque, du fait on donne moins de temps à sa famille. Est-ce que vous arrivez bien à gérer tout ça en fait, en gros, Sarah? La gestion au départ, non, absolument pas, parce que en fait, ce sont des choses qui s'installent naturellement et nous, on est absorbés. Et oui, il y a eu des tensions familiales, mais ce sont pas des tensions familiales qui sont liées à de la méchanceté ou quoi, c'est de l'inquiétude en fait. Quand on Ouais, voit sa fille ou sa sœur ne plus s'alimenter comme avant, quand on la voit absorbée sur son téléphone, ne plus répondre quand on l'appelle, oui, il y a un changement de comportement qui peut effectivement inquiéter. Et moi, j'ai inquiété et je me mhm. suis inquiétée aussi parfois et c'est la santé qui en prend un coup et c'est normal, la famille s'inquiète, mais la famille comprend avec le temps. La famille comprend, alhamdoulilah. C'est à nous en fait d'aborder les choses et lorsqu'on est trop dans une chose, c'est normal que ça effraie notre entourage. Donc ouais, des petites tensions, mais ça se tamise avec le temps. Et en fait, lorsque au début, je sais pas comment vous expliquer, mais quand on vient en aide à quelqu'un, on a tendance à le taire parce que c'est religieux, tout simplement. On n'a pas envie d'exposer et sa famille non plus. Donc on va pas dire que si je suis sur mon téléphone, c'est pour nourrir une famille palestinienne. Au début, ça reste vraiment dans soi. On ne peut pas, on n'a pas envie d'en parler. Et de toute façon, à quoi ça servirait? On est tellement absorbé. Donc c'est normal qu'on devienne une étrangeté à un moment donné pour sa famille et ça inquiète un peu tout le monde. Ouais. Alors, une question que, de toute façon, quand je pose la question, vous pouvez répondre chacun à votre tour. J'ai pas besoin de vous me donner une réponse chacun et il n'y a pas de souci. Alors, du côté de Mohamed, quels étaient les plus gros défis pour rester connecté et présent malgré les conditions à Gaza? Marwan. Je peux répéter la question, j'ai pas entendu. Du côté de Mohamed, quels étaient les plus gros défis pour rester connecté et présent malgré les conditions à Gaza? Ah, les plus grandes complexités, pardon, c'était dû aux problèmes de connexion. On a eu Mhm. plusieurs moments où c'était dû notamment au bombardement sur les endroits, enfin les points de distribution de réseau. Donc il y avait des longues périodes, parfois de 5 jours, c'est déjà arrivé. On n'avait plus de connexion avec lui, que ce soit aussi pour communiquer avec lui via WhatsApp. Les échanges sont pas forcément très fluides. Il y a des moments où il reçoit des messages longtemps après qu'on les a envoyés. Et donc parfois c'est comment dire, il y a des urgences qui sont pas forcément faciles à gérer à ce niveau-là. Et ouais, donc c'est vraiment lié à tout ce qui est donc problème de connexion. Après dans les lives, c'est possible qu'il y ait des difficultés, par exemple s'il se rend dans des lives où il doit être présent, par exemple pour soit recevoir des cadeaux ou soit être présent tout court avec nos côtés, parce que c'est pour lui qu'on fait ça, et donc forcément faut il est avec nous, quoi. C'est normal, il fait partie du collectif en soi. Et il y a des difficultés à ce niveau-là, donc c'est sûr que ça pose parfois problème. Mais les gens en général, ils sont assez compréhensifs à ce niveau-là.
Alors Sarah, il y a Fatou qui nous dit que quand il n'avait pas Internet pendant 5 jours, c'était horrible. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, oui. En fait, il y a eu un problème au niveau de l'Internet, mais dans tout Gaza. Du coup, on s'est retrouvés, alors pas que Mohamed, hein, c'était vraiment tout Gaza, donc même les journalistes avaient du mal à faire acheminer leurs nouvelles. C'était vraiment un moment catastrophique. Alhamdulillah, on a eu quelques messages qui nous sont parvenus comme une bénédiction, mais ouais, c'était très très dur parce qu'on ne savait pas ce qu'il vivait, ce qu'il subissait, s'il était encore en vie, s'il ne l'était pas. Et pour eux, c'est un réel manque à gagner parce qu'il faut le rappeler qu'Internet, c'est leur seul moyen de subsistance. Hmm. À Allah appartient la subsistance et il la donne à qui il veut, mais c'est leur seul sabab, c'est leur seul moyen, c'est leur seule cause. Et à ce jour, en tout cas. Donc sans connaître, en fait, Mohamed nous le dit très régulièrement, pour un Gazaoui, Internet, c'est la vie. Celui qui est privé de téléphone et celui qui n'a pas Internet est privé d'absolument tout. Il est privé du contact avec le monde extérieur parce qu'ils sont dans une prison. Ils sont privés de subsistance, ils sont privés de famille aussi parce qu'ils ne vivent pas tous ensemble. Et il faut pas oublier qu'un téléphone pour un Gazaoui, c'est un outil de survie parce que c'est là où ils reçoivent les menaces de bombardement. Et lorsqu'ils sont sommés de quitter les lieux, c'est par ce biais-là qu'ils reçoivent les informations. Donc c'est primordial pour eux. Et quand ils en sont privés, forcément, c'est une angoisse sans nom. C'est très Mhm. important pour tout le monde. Et pour répondre à ta question précédente, le principal défi de la connexion Internet pour Mohamed, c'est l'argent. En fait, Mohamed, lorsqu'il a un peu d'argent, il hésite toujours à acheter soit quelque chose à manger, soit à se connecter pour avoir un peu plus. Parfois, il était à perte, il faut dire la vérité, que TikTok, ça n'a pas toujours été florissant. Donc oui, c'est arrivé qu'il fasse des investissements à perte. Et ça, c'est un grand défi pour lui. Waouh, c'est un truc de fou. Alors, est-ce que est-ce que vous pouvez nous partager un moment où tout semblait trop difficile, mais où vous avez décidé de ne pas lâcher? Marwan. Ah, là où c'était le plus difficile, bah c'est assez récent, hein. C'est lorsqu'ils avaient plus rien de pour manger ou même pour acheter quoi que ce soit pour manger. C'était carrément en train de mourir de faim. C'était il y a de ça quelques semaines maintenant. Waouh. Euh, on savait, on était au courant que au moment où on était là, que ce soit en live ou même dans notre journée, de savoir que des personnes sont en train de mourir De de faim, mourir? c'est très très dur à comprendre. D'avoir aussi de parler avec la personne, de savoir que la personne ne mange pas et que parfois elle peut s'en plaindre. Donc en fait on se sent impuissant. Et c'est ça en fait le plus frustrant en fait, c'est que on a de quoi les aider, mais on peut pas forcément leur donner cette chose. Et c'est ça qui est assez compliqué. Donc c'est dire que on a les choses sous notre main, mais que malheureusement, c'est la distance qui fait qu'ils se retrouvent dans cette situation que ça dure. Et ouais, moi personnellement, c'était le moment le plus dur que j'ai pu passer avec Mohamed. Waouh, c'est un truc de ouf. Mais j'ai pas lâché pour le tout comme tu. Ouais. Par rapport à la question que tu as posée, au contraire, c'est là où je me suis dit que c'est vraiment le moment où, même si c'était bien avant que je pensais ça, mais il faut se dire que c'est à ces moments-là qu'il faut pas le lâcher. Alhamdulillah, ça a payé. Franchement, Avec la franchement, patience. ouais, faut vraiment, franchement, chapeau à vous. Là, je suis en train de vous découvrir. Franchement, chapeau à vous. Sarah, la même question, justement, le moment où tout semblait trop difficile et que tu as décidé de pas lâcher. Alors, c'est plus une période qu'un moment, parce que c'était un peu long. Il y a eu, à une période en début d'année, beaucoup d'abus, beaucoup de groupuscules qui s'improvisaient associations et qui ont récolté énormément d'argent sur les réseaux sociaux. Et il s'était un petit peu attribué le monopole de l'aide et du coup beaucoup de Palestiniens en pâtissaient et très peu étaient invités sur les lives, très peu étaient tolérés. Il y avait beaucoup de méfiance à l'égard de tout le monde et lorsque Mohamed ouvrait un live ou était invité sur un live, soit il était signalé abusivement, soit il y avait des insultes parce que voilà les gens étaient abusés. Donc c'était une période très compliquée et on a voulu se retirer un petit peu de TikTok, mais il a fallu quand même que j'apporte cette carence. Donc c'est là que j'ai décidé de fonder Fidawam en fait. C'est à ce Moi, moment-là. j'allais t'en parler. Ouais, je vais pas trop spoiler, mais en tout cas voilà, c'était la période la plus difficile pour nous, le moment où plus personne ne voulait les accueillir, le moment où plus personne ne voulait leur donner un petit peu de pièces, écouter ce qu'on avait à dire. On était rejetés en fait de toutes parts parce Ouais. que c'était mal vu, parce que voilà, il y a eu des arnaques, il faut le dire, il y en a encore, et ça ne s'arrêtera pas malheureusement. Des gens qui surferont sur la misère du monde, il y en aura encore. Justement, je garde la main. Tu peux nous raconter comment est né Fidawam à partir de cette histoire.
Eh ben, Filawam, c'est né à partir de plusieurs choses. Déjà, c'était une envie de créer une cohésion. Et en fait, quoi de mieux pour une cohésion de créer une bannière, d'être sous la même bannière. C'est un peu comme un pays, c'est un peu comme une patrie. Donc, j'ai voulu un petit peu recréer tout ça parce que, faut le dire, le travail qu'on accomplit avec Marwan, Fatou et d'autres membres du collectif, c'est un travail quasi professionnel. Et Ouais. alhamdoulilah, c'est vraiment avec toute l'humilité du monde, mais ce qu'on donne, alhamdoulilah, ça méritait justement d'avoir un logo, une image, et c'est né de ce besoin-là de cohésion. Et c'est aussi né de cela. On a voulu créer ça pour pouvoir être actif sur tous les autres réseaux et vraiment être vraiment indépendant de TikTok. Essayer d'être moins dépendant. Je pense que c'est ça le maître mot. D'accord. Alors, comment, enfin, pourquoi vous avez choisi ce nom et qu'est-ce que ça signifie exactement en arabe? Marwan ne peut pas répondre parce que malheureusement j'ai fait Ouais, ça. je sais. J'avais une insomnie et j'ai trifouillé ça toute seule et tout. C'était un petit jeu de mots entre comment dire, le travail et le fait que ce soit indéterminé. C'était un petit jeu de mots, une petite contraction. Donc voilà, ça a donné Fidawam. Ça symbolise en fait pour nous le suivi dans la continuité. Parce que nous, Mohamed et sa famille, parce qu'on parle beaucoup de Mohamed, mais il y a une famille entière, une quinzaine de personnes derrière, on n'a pas voulu les aider ponctuellement, leur donner 200 euros et dire bah maintenant débrouillez-vous dans votre génocide. On voulait pas ça. On voulait les accompagner du début jusqu'à la fin et c'est ce qu'on fera, Inch'Allah, bi'idhnillah. Ça Euh, marche. Fidawam, c'est ça, c'est dans la continuité. Alors, qu'est-ce qui distingue Fidawam des autres élans de solidarité qu'on peut voir? Qu'est-ce qui vous distingue par rapport à d'autres, en fait? Est-ce que c'est une ONG ou est-ce que c'est une association comme je sais pas association comment ça s'appelle comme Baraka City ou Al Baraka? Mm. Est-ce que c'est voilà, parce que moi je vois collectif Fidawa, je regarde le nom, je dis qu'est-ce que c'est, je vois le drapeau palestinien, je me dis que peut-être c'est une association d'aide ou mais qu'est-ce qui vous dit en fait qu'est-ce qui vous distingue des autres collectifs en fait? Alors déjà, on tend à être une association, mais pour le moment, on est à l'état de collectif. Mais ça ne saurait tarder, c'est en discussion, Inch'Allah, on pèse le pour et le contre, l'utile et l'inutile. Mais en tout cas, on tend à y réfléchir. On est un collectif, donc on est des gens lambda qui avons déjà un travail, qui avons déjà des occupations. Et nous, on se réunit vraiment du mieux qu'on peut. C'est pour ça qu'on se nomme collectif pour le moment. Mais Inch'Allah, avec le temps, on va évoluer. En quoi on se démarque? Je pense que c'est l'aide dans la continuité, justement. C'est une aide aussi bien morale que psychologique que financière. Et je trouve que c'est ça qui est un petit peu innovant, c'est de suivre une famille et de la sortir de la précarité, de la rendre visible et d'être efficace. Parce que distribuer un petit peu d'argent ici et là, ça rend service sur le moment, mais ça ne sort pas de la misère totale, ni de la famine. Et nous, notre objectif, c'était l'évolution, faire prendre du poids à Nour, aider son père à guérir, lui, lui faire reprendre du poids, éviter que sa sœur reperde des cheveux, continue ses études. Elle va d'ailleurs devenir institutrice, Inch'Allah, grâce à Internet. Elle continue ses études par correspondance. Donc, on a voulu vraiment être efficace dans leur vie. On a voulu qu'il y ait un avant-après. Et je crois que c'est ça, la différence entre tout ce qu'on a pu voir auparavant et ce qu'on a essayé de fonder. Alors, comment c'est structuré alors l'action de Fidawam alors par rapport aux réseaux sociaux, WhatsApp, cagnotte transparente, comment en fait comment vous êtes structuré par rapport à ça? Marwan, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Par rapport surtout aux réseaux sociaux et aux cagnottes. Alors, on s'est organisé. En vérité, ça n'a pas été fait de manière, comment dire, réfléchie, hein. C'était des choses déjà qu'on faisait chacun de notre côté. Par exemple, moi, j'étais la personne qui organisait tout ce qui était les cagnottes et tout ce qui était virement vers Mohamed. Sarah, en général, c'est celle qui parlait le plus sur les lives, sur le groupe WhatsApp, par exemple, et sur son compte à elle. Donc, forcément, c'est elle qui était plus, on va dire, euh, pour donc être, par exemple, tout ce qui est dans la communication, moi plus dans tout ce qui était l'aspect financier. Après, on a Fatou. Fatou, elle est plus Volontaire, ouais. sur le terrain, Ouais. vu qu'elle est très proche de tout ce qui est association de mosquées, par exemple, et tout ce qui est événements. Elle est très présente dans ce genre de choses. Donc forcément, en fait, ça s'est imposé. Et ma Fatou, ben, elle a plusieurs fois, à 2 reprises ou 3 reprises, 2 reprises, il me semble, qu'elle a représenté le collectif dans des salons. Donc, Mhm. alhamdoulilah, c'est Beau. par ce biais
qu'on s'est structuré. Et maintenant, en fait, c'est des rôles qui nous sont donc attribués comme ça maintenant. Et forcément, c'est la bonne méthode en soi. Il n'y a pas eu de réflexion, mais ça s'est présenté comme ça. Et alhamdoulilah, ça a fonctionné. Super, franchement super. Alors il y a Fatou qui a mis événement, gala, salon, franchement super, hein. Super, super. Et alors, Sarah, alors c'est quoi l'importance que vous accordez face à la transparence, enfin à la transparence et à la confiance des donateurs en fait? Est-ce que Ben, tu... c'est primordial parce que c'est à Mm. la fois bénéfique pour la famille qu'on aide, mais c'est aussi une préservation pour nous. Et de toute façon, le véridique, il aime montrer qu'il est véridique. Donc la transparence, c'est un dû dans un premier temps. Quand on sollicite l'argent des gens, c'est la moindre chose d'être transparent. Donc pour Fidawam, être transparent, c'est quoi? Ceux qui veulent des preuves, on les contacte en privé très volontiers via le canal qu'ils souhaitent, via le réseau social qu'ils souhaitent. Et puis on fait parvenir une pièce d'identité, on fait parvenir des vidéos sur leur lieu de vie, on fait parvenir des preuves aussi de quand ils étaient dans le camp, une localisation. On essaye de montrer patte blanche pour ceux qui en ont besoin. Et alhamdoulilah, on est ouvert à ça et on met un point d'honneur à ce que ça le reste. Donc voilà, c'est une préservation, aussi bien pour nous que pour eux. On perd rien à être transparent, au contraire. D'ailleurs, on met très souvent en garde les gens, demander, poser des questions. Tout à l'heure, il y a une question qui a été posée dans les commentaires. Elle a dit c'est Non, une mais ça, question. ouais. Mais comment ils font pour avoir de l'argent via TikTok? Et c'est Voilà. pas une question bête, au contraire. Heureusement que tu poses la question et j'y répondrai Inch'Allah après. Je voulais pas m'éparpiller. Justement, c'était la prochaine question en fait. Ouais, d'accord. Bon, bah, Ouais. je la garde, je garde la réponse pour tout à l'heure alors. Bah, je te la pose tout de suite, Sarah et Ok. Marwan. Après vous deux, vous allez me dire vos réponses. Si vous voulez en fait surenchérir un petit peu, c'est justement parce que moi c'était une question que je me posais. Et en fait, quand t'es venu l'autre matin, je crois que c'était hier, et comment tu nous as répondu, tout était clair. Maintenant, tout était clair. Et que en fait, j'ai besoin que les gens connaissent comment ça se passe justement quand ils récupèrent les cadeaux ou les sommes et comment c'est transféré. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et Marwan surenchérit s'il y a des zones surenchérir. Oui, il y a besoin parce que en fait, Marwan, il est humble, hein, mais c'est un comptable de profession et c'est lui le comptable bénévole. Donc merci de faire ce que tu fais, Marwan, au quotidien. C'est lui aussi qui s'assure de la transparence des virements. En fait, on est un groupe WhatsApp où là, lorsqu'on fait un virement et qu'on récupère de l'argent de la cagnotte, on montre tous les screens en fait. Donc il y a un suivi, du début du don jusqu'à la réception dans la main, car il filme en fait tous les shekels qu'il réussit à échanger. Donc il y a cette traçabilité-là qu'on offre aux gens. Alors comment? Moi, Marwan, je vais parler de comment il fait via TikTok et toi, tu pourras étayer sur comment vous faites via les cagnottes, etc. Ça te va? Pas de souci, vas-y. Ok. Je trouve que c'est plus équitable comme Ouais. disposition. Lorsqu'un Gazaoui récupère des pièces, c'est stocké sur TikTok. TikTok, lorsqu'ils ont atteint 100 dollars, ils peuvent le retirer dans la journée. C'est 100 dollars par jour maximum, ils peuvent pas retirer plus. Et comment ils font? Tout simplement, ils ont ce qu'on appelle un portefeuille en ligne. Hein. Ça peut être une petite application qui s'appelle Palpay. Enfin, il y en a plein d'autres qui sont valables là-bas à Gaza. C'est un portefeuille électronique où ils tout simplement font le virement de TikTok jusqu'à ce portefeuille électronique. Une fois que leur petite somme, je dis petite parce que c'est jamais des milliers et des cents, lorsque cette somme-là est sur leur portefeuille électronique, ils vont au bureau de change tout simplement. Ils font ce petit virement du portefeuille de l'un à l'autre et ensuite la personne du bureau de change, lorsqu'il y a des liquidités, peut leur donner des liquidités dans la main. S'il n'y a pas de liquidités, ils peuvent avoir tout l'argent du monde sur leur portefeuille électronique, ils pourront pas en avoir dans la main. Voilà. D'accord. Et en fait, l'autre jour, je t'avais posé la question. Parce que nous on a des images où en fait on voit les soupes populaires et on a l'impression derrière TikTok ou derrière la télé ou d'autres réseaux sociaux, on a l'impression qu'en fait qu'il y a des soupes populaires tout le temps. Et l'autre jour, Fidawam, tu m'as un peu rassuré qu'il y avait quand même une économie qui tournait, il y avait des tomates, des oignons, des salades, bref, il y avait quand même un petit peu à manger et un peu de tout. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, l'économie justement à l'intérieur même de Gaza en fait? Comment ça Oui, se bien passe? sûr. Après, chaque personne, par exemple, quelqu'un dans le nord va fonctionner différemment de quelqu'un dans le sud. Mais oui, il y a des denrées qui sont sur place. Alors, pas toujours. Il y a des petites terres agricoles qui réussissent à vendre du zaatar, des choses comme ça. C'est pas régulier.
mais ça peut être le cas. Par contre, oui, il y a de la nourriture, mais parfois à quel prix? C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de nourriture et puis que ce soit tout à fait inaccessible pour le Gazaoui lambda. Donc oui, il y en a. Après, il y a des camions humanitaires malheureusement qui sont détournés et des denrées gratuites qui sont revendues sur les marchés à prix d'or, qui empêchent tout à chacun de se nourrir convenablement. D'où le fait que les Gazaouis essayent d'avoir un peu d'argent sur les réseaux. D'accord. En fait, moi, ce que je pose comme question, après on va revenir sur la suite, c'est parce qu'en fait, comme on a fait une petite digression, comme ça va être clair pour tout le monde. Moi, ce que je veux savoir, c'est que la situation des Gazaouis, je parle principalement des Gazaouis. Après, on va revenir avec Mohamed, avec l'association. De ce que tu as vu, toi, c'est est-ce que il y a il y a beaucoup de je sais pas beaucoup de gens malfaisants qui profitent justement de cette situation pour s'enrichir ou pour faire de la enfin je sais pas comment on appelle ça mais pour en gros une bande de petits voyous qui essayent de justement de se faire un business sur la misère justement des Gazaouis. Bien sûr, et de toutes parts. Après, c'est des informations qu'on tient de la famille qu'on suit et de d'autres familles aussi, c'est pas un secret. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui profitent de la misère et sur les réseaux sociaux pour soutirer de l'argent aux gens, et là-bas sur place pour soutirer de l'argent des Gazaouis, qui obtiennent leur argent des gens qu'on arnaque. Enfin, c'est vraiment quelque chose de pernicieux. Oui, là-bas, il y a plusieurs abus. Il y a des chefs de camp qui sont peu scrupuleux, qui se Mhm. servent d'abord avant de servir les autres et qui servent d'intermédiaires entre une association et les camps, parce que les associations n'ont pas tout simplement les moyens humains de distribuer au compte-gouttes dans tous les camps. Il y a des millions de personnes sur les camps, dans des plages. Ils peuvent pas faire de la tente à la tente, donc ils confient leurs denrées à des chefs de camp qui se chargent de faire du détail et qui malheureusement, c'est pas toujours très franc du collier. On se retrouve aussi avec des milices qui sont armées, donc c'est des petits jeunes, hein, c'est des petits jeunes avec des petites armes qu'on peut trouver dans la cuisine, qui Ouais. agressent le vieux monsieur ou le papa, le père de famille, qui a réussi à obtenir un sac de farine au centre de distribution déjà difficilement. Donc oui, il y a des abus de toutes parts. Il y a aussi, on peut en parler, les aides humanitaires qui sont détournées par les attaques, hein, ça existe aussi. Qui sont revendus à des prix défiant toute rationalité et évidemment que les marchands, eux, font partie aussi de ces abus. Bien sûr, ils abusent le peuple, bien évidemment, en se mettant d'accord sur le prix de 4 cuillères de sucre à 15 $, c'est un abus collectif. D'accord. On va revenir sur l'association, parce que c'est ça aussi qui, c'est le sujet quand même principal. Alors, je vais poser la question à Marwan. En quoi Fidawam est-il plus qu'une aide financière? Parce que je sais que vous allez évoluer avec le temps, mais en quoi Fidawam est plus une aide financière? Juste avant, je pourrais répondre à la question concernant la Bien cagnotte. sûr, Marwan, bien sûr. Alors ouais, donc par rapport à la cagnotte, je vais expliquer, on va dire brièvement comment on procède pour pouvoir dire, récolter les dons des personnes Mhm. qui gentiment et généreusement font des dons à Mohamed et comment j'envoie à Mohamed cette somme. Alors c'est assez simple, hein, donc on passe par la plateforme pardon GoFundMe. Donc c'est GoFundMe. assez connu comme Connu, plateforme ouais. et c'est assez sécurisé aussi. Et on essaie donc de prendre cette option-là, et ça fait depuis le début, on va dire depuis qu'on a ouvert une cagnotte, qu'on passe par cette plateforme, et c'est toujours bien passé. Et donc comment ça se passe? Donc les gens se rendent sur ce lien pour faire les dons. Par la suite, moi je reçois l'argent donc sur un compte bancaire qui va me servir pour les virements vers Mohamed. Alors comment ça se passe? Mohamed connaît un commerçant sur place à Gaza qui se trouve Mhm. être un ami à lui qui a des chaînes, enfin qui avait plutôt des chaînes de magasins en Palestine mais aussi en Égypte. Donc ce qui fait c'est qu'il a pas mal de, on va dire de connaissances, et il peut donc avoir donc un TPE en ligne. Donc c'est par ce biais, par ce moyen-là que je fais un virement à Mohamed. Donc je passe par ce TPE. Donc comment ça se passe, c'est que Mohamed m'envoie ce lien. Moi je me rends sur ce lien et je fais le virement pour que le commerçant reçoive l'argent. Et une fois que le virement est reçu par le commerçant, il donne l'équivalent à Mohamed en shekel, donc l'argent qui est utilisé à Gaza, donc en billets, en main propre. Et par la suite, Mohamed nous envoie la preuve de bonne réception de l'argent qu'on lui a envoyé. Ah, bravo, bravo. Est-ce Ça, que c'est juste.
Oui, vas-y, pas de problème. Je tiens juste à dire que le commerçant n'est pas un intermédiaire qui prend de l'argent. Alors bien sûr que Mohamed, parfois, il lui donne 20 shekels, 10 shekels, mais c'est par sa générosité. Mais je tiens à rassurer le monde, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on envoie une somme de 200 euros, il a vraiment l'équivalent dans la main. Donc, alhamdoulilah, on est assuré aussi qu'il n'y ait pas de ponction, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires à Gaza qui prêtent, qui sous-louent leur téléphone, qui sous-louent ceci et cela, qui sous-louent leur compte TikTok. C'est abominable parfois ce qui s'y passe. Et nous, on est assuré, alhamdoulilah, que lorsqu'on envoie une somme, il en a réception dans la main. C'est ça, ouais, c'est un ami à lui qui lui prête gentiment cet outil pour qu'il puisse recevoir l'argent. Et donc tu peux répéter ta question, s'il te plaît. Pardon? Tu t'avais posé une question juste avant que je revienne sur... Ouais, en fait, en quoi Fidawam est-il plus qu'une aide financière? Alors, en quoi c'est plus qu'une aide financière? Déjà, donc par l'aspect, on va dire moral de notre action, du fait qu'on est présent avec Mohamed constamment, que ce soit sur TikTok, et pour ceux qui sont, on va dire, font partie des personnes qui sont plus proches de lui, donc sur WhatsApp. Donc on prend de ses nouvelles constamment, Sarah encore plus, elle est en contact directement avec sa famille, donc c'est la plus proche de tout le collectif, et donc forcément il y a des liens qui se créent, et on a un soutien moral, bien sûr, c'est ça qui fait que Mohamed, je dis pas qu'on est les personnes qui vont qui sont la cause exclusive de son bien-être, mais sans nous, forcément il y aurait peut-être moins d'espoir. Et alhamdoulilah, c'est avec plaisir que tous les jours, on essaye de lui remonter le moral, d'essayer d'être une bonne compagnie pour lui, et passer du bon temps comme on peut le faire avec d'autres amis, quoi. C'est devenu notre ami, une personne avec qui on passe du temps, quoi. C'est une fraternité qui s'est construite. Est-ce que je peux répondre aussi à cette question? Vas-y, Sarah. C'est intéressant. Depuis tout à l'heure, là, je suis en plein kiff. Il est là, Mohamed. C'est trop bien. Mohamed, salam alaikum. Il a Internet. Salam. C'est marrant parce qu'on a des approches différentes pour chaque question. C'est ça qui est beau aussi. C'est qu'on vit les choses différemment et en même temps. Vous découvrez des fois, hein? Oui, je pensais pas que tu pensais comme ça, Marwan, hein? C'est ça. Moralement aussi, on est là pour les moments de fête. Quand c'est l'Aïd, on est particulièrement présent, on s'échange des photos de famille. Par exemple, il voulait qu'on partage le sacrifice du mouton. On est vraiment une compagnie présente. Et lorsqu'on peut pas et que l'un d'entre nous est malade, on se fait un relais. Moi, je peux pas, soit là. On est constamment comme ça en train de se relayer pour l'accompagner, ne pas qu'il se sente seul un seul instant, même si au fond de lui, il est seul et qu'il a des moments d'extrême vulnérabilité. Parfois il a des propos de déprime, il est en dépression parfois. Donc nous on fait ce travail aussi, on organise des lives, on fait des défis, on essaye d'être de bons amis pour lui, de lui changer les idées du mieux qu'on peut. Question. Moi j'aime bien cette question. Pouvez-vous nous partager une anecdote forte qui illustre l'impact humain de Fidawam? Oui. Marwan, Sarah ou au hasard, allez-y. Vas-y, Marwan, t'en as une là, parce que moi ça fuse là. Une anecdote forte. Je pense que c'est les lives qu'on a fait récemment, les lives événements. Surtout le premier, je pense que c'est vraiment là où j'ai compris que on avait dépassé le stade de live TikTok en soi, dans le sens où on a tenté d'être le plus, on va dire, authentique, dans le sens où on a livré un témoignage d'une famille qu'on aide depuis un certain temps maintenant. Et donc pour moi c'était vraiment une très belle expérience, et de ce côté-là c'est quelque chose que je souhaite revivre de nombreuses fois, et c'est ce que je souhaite, Inch'Allah, en tout cas. Ouais, c'est différent. Ouais. Je suis en train de faire le tri dans ma tête, en fait. J'hésite à parler de la première fois qu'il a regoûté du poulet, parce que pendant 2 ans, il n'avait pas goûté le goût de la viande. J'hésite à parler de la fois où on a réussi à financer des claquettes pour sa petite sœur Nour. La vidéo, elle est dans mon profil. Elle marchait presque pieds nus. Et la première chose qu'on a réussi à financer, c'est des claquettes à $25 pour Nour, qui a 12 ans. Wow. C'était une fierté, mais immense. Et on a reçu des vidéos, et j'ai mis la vidéo, c'était incroyable. T'as pleuré, Sarah. T'as pleuré, hein?
Bien évidemment, elle a fait l'exode à pied du nord jusqu'à Rafah et de Rafah jusqu'à Khan Younes. Elle a marché avec ses petits pieds comme ça. Et allez voir l'état de ses claquettes. Vous allez vraiment comprendre de la... On part d'où? On part de rien. J'hésite aussi à vous parler de la fois où, avant l'hiver, au mois de novembre, enfin pendant, on a réussi à lui financer une veste parce qu'il mourait de froid, il n'arrivait pas à endormir. Je pense aussi à la fois où il a reçu son premier cadeau TikTok. Il lui rêvait d'avoir une baleine TikTok, c'était son rêve absolu. Et j'ai encore le screen de quand il l'a reçu, son visage et son sourire. Je peux pas monopoliser le live sur ça. Faut pas me poser cette question, coach. Surtout pas. Ouais. Humainement parlant, il n'y a rien du début à la fin que je peux choisir. Pas. Ouais. On va parler un peu de foi. On va parler un peu de foi parce qu'on est entre nous, on est entre musulmans, on n'est pas dans un truc où voilà, et on fait ce qu'on veut. On a le droit de parler de foi et de voilà. Quel rôle joue la foi et la conviction dans votre engagement? Moi, au fond, je le sais au fond, mais j'ai envie que vous nous en parlez un petit peu. Qui commence? Marwan. Je commence. Marwan. À mon côté, moi, c'est, on va dire, c'est la principale, on va dire, intention que j'ai lorsque j'ai aidé Mohamed, dans le sens où forcément on a la même religion et on parle pas forcément la même langue, dans le sens où moi j'ai pas forcément l'arabe, mais j'ai quand même des comment dire, quelques mots qui me permettent d'être proche de lui à ce niveau-là. Et donc ouais, on va dire, c'est différents aussi moments dans la vie de Mohamed que je traverse avec lui qui ont fait que forcément la foi se renforce. On voit en soi si on peut considérer ça des miracles, des moments où comme j'ai pu le dire juste avant, que tout était on va dire pas noir, mais dans le sens où tout était les feux n'étaient pas ouverts, et donc forcément le moral en pâtissait. Et on y a quand même cru, on a allé jusqu'au bout, on a fait les choses. On s'est dit que malgré que la situation était difficile, fallait placer notre confiance en Allah et avancer. Et comme je dis tout à l'heure, hein, ça a payé. Hein. C'est dans le sens où on a toujours fait les choses de la bonne manière. On n'a pas dévié de nos principes, ou des principes, quand je dis des principes religieux forcément. Et donc forcément, ouais, c'est ce qui nous guide dans nos actions. Forcément, c'est indéniable. Moi, de mon côté, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Sarah, la question par rapport justement à la foi. Moi, comment dire, le matin quand je fais des lives, par exemple, parce qu'on est la plupart qui sont dans mes lives sont des musulmans, hein, que tout pays confondu. Bon, la majeure partie c'est des Algériens parce que je suis algérien. Mais le truc c'est que quand en fait les Palestiniens viennent le matin chez moi, bon, ils viennent en nombre comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand je demande au public qui est en bas et même ceux qui sont là, qui sont en guest, de donner aux Palestiniens, c'est pas qu'il y a de la réticence, mais on se dit tiens, un petit cadeau, tout ça. Mais dès qu'on parle justement de dîn et qu'on parle de foi et qu'on parle de la récompense d'Allah et que tout ça sera comptabilisé le jour du jugement le jour du jugement dernier pour l'akhira. Quand on fait une espèce de nasiha justement par rapport au fait de donner, tout de suite il y a un déblocage et tout le monde donne. Et je sais qu'en fait il suffit juste de quelques phrases ou un petit rappel ou je ne sais quoi, et tout de suite la foi la foi du musulman qui a en lui, paf, elle explose et il y a tout de suite une réaction. Est-ce que Sarah, toi comment dire, bien sûr, je sais que tu mets le religieux au milieu de tout ça, je le sens, même quand tu parles, je le sens. Mais est-ce que vraiment tu responsabilises tu responsabilises ceux qui sont musulmans, parce qu'il y a aussi des musulmans il y a aussi des gens qui donnent qui sont pas musulmans. Est-ce que tu responsabilises un petit peu les musulmans là-dessus au niveau des donations, tout ça, pour que en fait qu'ils soient toujours gagnants quand ils donnent, parce que c'est Rabbi qui va les repenser.
ici-bas et dans l'au-delà. Est-ce que tu arrives aussi à parler de ça facilement, ou bien c'était plutôt dans la donation et basta, quoi. On peut dire ça comme ça. En fait, c'est... Juste avant, Sarah, désolé, je vais devoir m'absenter, va devoir vous quitter parce qu'il y a une urgence là par rapport à Mohamed. Pas de Il avait souci. un match de prévu, je pensais que ça allait être réglé sans que je sois là, donc Vas-y, je vais Marwan. devoir vous quitter. Il n'y a pas de souci, Donc, je Marwan. vous laisse finir l'interview, Inch'Allah. Et... Pas de En souci. tout cas, merci de m'avoir accueilli, coach. Il Barakallahu n'y a pas fik. de souci, avec grand plaisir, Marwan. Salam alaikum. Sarah. Oui, c'est une très très bonne question parce que en fait, la foi elle fluctue, alors tout fluctue. Si la foi fluctue, tout fluctue. Et ça aussi, ça a fluctué en moi. Au début, j'étais vraiment dans le devoir de responsabiliser les gens, de rappeler qu'avoir une famille palestinienne disponible, c'est un réel privilège. Islamiquement parlant, c'était une récompense incroyable que de nourrir la veuve et l'orphelin et le musulman. D'abreuver celui qui a soif et de nourrir celui qui a faim, quelle grande récompense auprès d'Allah. Évidemment. Après, je me suis un petit peu tamisée parce que je craignais de faire de la communication religieuse et d'en faire un argument, de m'en servir. Et en fait, dans cette intention de purification d'intention, justement, je me suis un petit peu tamisée là-dessus, je me suis recentrée. Alors évidemment que je le rappelle, que c'est le devoir du musulman, évidemment, mais j'évite, si tu veux, de m'en servir à mauvais escient. De trop en faire. C'est ça? Exactement. J'essaie de garder une certaine justesse, de m'adresser aux musulmans d'une certaine façon, c'est normal. Donc oui, je le fais, mais avec parcimonie et j'essaye de pas. C'est dur de purifier son intention, c'est-à-dire que je veux pas que ça devienne un argument de vente, quoi. J'ai pas Ouais, envie. ça c'est vrai parce c'est un peu une corde sensible. C'est-à-dire qu'en fait, si on en fait trop par rapport à ça. Et il y a toujours ce truc que si on relate rechouïa, tu sais qu'on a un défaut, un tout petit défaut et qu'on n'a pas balayé avec le temps, dans le cerveau de chacun, il y a comme un bug, il y a comme un bug et après ça commence à blablabla parce que les West du shaitan ils vont comment dire, comment dire, mince. Ils vont m'insuffler des mauvaises choses sur toi, Sarah, et bon, après, tu sais, tu connais les gens ils vont parler, ouais, Sarah, c'est ça, mousquet, mais t'as vu l'autre jour, elle a dit ça, alors que t'as juste fait une petite erreur, tu vois ce que je veux dire, et tout de suite, c'est grossi, quoi. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc on essaye évidemment que Allah Azzawajal est au centre de nos actions et de nos intentions, et on les purifie chaque jour, bien entendu. Après, en fait, j'ai tellement vu sur les réseaux sociaux des gens qui disent si tu donnes pas, tu vas aller en enfer, que ça m'a un petit peu dégoûtée. Je me dis mais quelle est la réelle intention? Est-ce qu'on utilise Allah à bon escient? Est-ce qu'on utilise l'islam à bon escient? Et je m'interroge tous les jours sur ça et j'essaie d'être dans l'équilibre. Ouais, bah écoute, en tout cas, tu veux que je te dise, Sarah, quand t'es venu l'autre jour. Quand tu es revenu l'autre jour, bah, justement m'expliquer ton collectif Idawam, dans ta voix, j'ai senti la sérénité, la sagesse, tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, il y a des voix qui sont entendables, c'est-à-dire en gros, tiens, ils ont un collectif, la personne qui parle, parce que c'est ça qu'il y a dans les commentaires. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, qu'en fait la voix elle est posée, c'est bien, tu parles plutôt bien, il y a beaucoup de sagesse, et qu'il y a des, on a envie d'entendre et on a envie d'aider. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est trop d'honneur, c'est beaucoup trop d'honneur. Trop d'honneur, on va te donner beaucoup de visibilité. Crois-moi, t'inquiète pas. C'est la Palestine là. Alors, les défis actuels. Alors, on va vers la fin des questions. Alors, les défis actuels. Alors, pourquoi la visibilité est-elle aujourd'hui le plus grand obstacle de Fidawam? C'est parce que malheureusement et heureusement, on a décidé de garder une doctrine et un adab. On se refuse de faire des lives où on peut semer la zizanie. Alors on sait que ça fonctionnera, on nous l'a demandé plusieurs fois. Et je ne critique pas ceux qui le font. Par contre, on met un point d'honneur à ce que le canal par lequel on récolte de l'argent pour cette famille soit sain. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire. Alors par conséquent, on s'empêche de faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça aussi qui freine dans un monde où les réseaux sociaux sont utilisés que pour les problèmes, la télé-réalité, des sujets que nous on aborde très peu. Et je pense que c'est ça qui peut nous freiner. Il y a aussi autre chose qui peut nous freiner, c'est le fait qu'on ait un travail très prenant chacun d'entre nous et qu'on aimerait y accorder, nous y mettre corps et âme. C'est déjà ce qu'on fait. Mais j'aimerais tellement mettre mon temps de travail au profit de cette famille, mais c'est quasiment impossible parce que sinon ce sera ma famille qui serait dans la précarité. Et enfin voilà, je pense que c'est surtout
le fait de proposer un contenu qui soit plutôt sain, de ne pas succomber au fitan des réseaux sociaux, hein, de dénaturer notre contenu pour accrocher. Donc malheureusement, notre seule solution, c'est de nous greffer à la visibilité des gens et accepter ceux qui veulent bien nous en donner un petit peu parce que on a du mal. TikTok, c'est pas l'ami des bons sujets. TikTok, c'est pas l'ami de l'humanitaire. Donc c'est compliqué à ce jour. Ouais. Alors, il y a quel moyen, quel moyen ou soutien serait nécessaire pour franchir un cap supplémentaire? Faut savoir que nous, on n'est rien sans vous. En fait, sans Mm. vous, on est juste des petites gens qui essayent de mettre 10 euros par-ci par-là et qui peut-être s'empêchent d'acheter une pizza pour économiser et donner. En fait, sans vous, on peut rien faire. Sans vous, on peut même pas financer une miche de pain. Donc, l'importance de cette visibilité et de la tribune que tu nous donnes, par exemple, déjà d'une, c'est de parler des gens qu'on invisibilise historiquement. Parler de Mohammed et de sa famille, c'est un honneur pour nous, c'est un devoir, c'est le devoir du musulman, et c'est notre devoir en tant qu'ami et qu'accompagnant. Donc ça déjà, c'est notre... même si nous, là, par exemple, je suis pas là pour vous demander de l'argent, je suis là pour parler d'eux, en fait. Il faut plus qu'on les invisibilise. Ensuite, évidemment, financièrement parlant, sans vous, on n'est rien. Sans visibilité, on n'est rien et on sera jamais rien. Et on pourra pas les sortir de la famine si on n'a rien. Ça, c'est vrai. C'est le nerf des réseaux sociaux, la visibilité. Sans ça, on n'est rien. Quelle sera votre vision de Fidawam dans les prochaines années? Est-ce que tu as une vision vraiment lointaine où je sais pas, peut-être que tu as des folies des grandeurs, tu te dis, waouh, on sera peut-être une grande ONG reconnue dans le monde. Je sais pas, hein, tu sais, je dis ça comme ça. C'est quoi la vision que tu as de Fidawam plus tard? Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de plus tard parce que j'espère qu'il y aura plus de génocide. Et j'ai pas du tout la folie des grandeurs, j'ai la folie du lendemain. Si demain on y arrive, Inch'Allah, c'est une victoire. Je suis Ouais. pas du tout une grande carriériste dans l'âme, je suis pas du tout une rêveuse, je suis pas du tout tout ça. Si j'y arrive demain, c'est très bien. Et c'est ma philosophie pour pas être déçue, peut-être. Et j'ai cette impression que plus je fais attention à ce que je serai demain, plus j'y arriverai plus tard. Je peux pas trop me projeter parce que j'espère que tout ça s'arrêtera et qu'ils n'auront plus besoin de nous et que chacun pourra récupérer une vie normale. C'est mon seul souhait. Ouais. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Toi, t'es plutôt du genre, t'aimerais que Fidawam n'existe plus parce qu'en fait, ça ira mieux à Gaza et en Palestine. Exactement, bien sûr, que D'accord. c'est mon souhait et je regrette même qu'il existe et qu'on ait dû à faire ça pour qu'il puisse manger un petit peu. Moi, je suis pas née avec cette envie d'exceller sur les réseaux et de créer quelque chose et d'être quelqu'un, pas du tout. Là, je prends la parole parce qu'il faut que je la prenne, autrement, on m'entend pas. On m'entendra jamais sur TikTok. Avant de le connaître, je ne faisais jamais de live. Donc, tout ça, c'est pour eux et lorsqu'ils n'en auront plus besoin, à Gaza, on ne le fera plus. C'est tout. Je te pose une avant-dernière question. Après, on va aller vers la fin. Est-ce que tu peux nous parler de Mohamed et de sa famille? Mais En avec gros. joie, c'est pour ça que je suis là. Et c'est peut-être pour ça que je suis née, d'ailleurs. Euh, Mohamed, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a 24 ans et il est né à Gaza. Et Gaza, c'est 41 kilomètres de long et il n'a jamais, durant ses 24 ans de vie, jamais il n'a dépassé ces 41 kilomètres. 41 kilomètres, c'est un petit peu le périphérique parisien, pour vous donner un ordre d'idée. Ouais, Il est dans une cage depuis qu'il est né, il n'a jamais rien connu d'autre. Mohamed, c'est un rêveur et c'est un garçon qui a toujours eu le sens du sacrifice puisqu'il travaille depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Il a commencé à travailler sur la criée, à trier les poissons pour les pêcheurs alors qu'il ne sait même pas nager. C'est tout à fait incroyable. Mais il a toujours travaillé à côté de l'école pour aider sa famille parce que son papa, il était un grand couturier à Gaza, un d'accord. couturier renommé. Ouais, c'était quelqu'un. Il aimait beaucoup la couture, il faisait des créations, etc. Il était réputé. Mais à cause du diabète, il a eu moins de motricité, il a eu moins de vision. Et du coup, son fils a dû l'aider relativement tôt. Donc Mohamed, il a une famille de 4 sœurs. Il y a Lama, la plus grande, Lina, il y a Nour et il y a Dima. Nour étant la plus petite. Euh, Ils ont une joie de vivre incroyable, je pourrais vous en parler pendant des heures. Sa maman est une femme au foyer, une maman heureuse qui adore ses enfants et qui adore ce qu'elle fait, même encore aujourd'hui durant la guerre. Elle aime son rôle et elle se sacrifie pleinement. Et Mohamed, lorsqu'il a grandi et qu'il a obtenu son bac, il a voulu faire des études de finance à l'université de Gaza Nord. Et malheureusement, il a dû écourter ses études pour permettre à sa sœur Lama de devenir institutrice et de commencer des études parce que sa famille ne pouvait pas les lui financer. Donc il a commencé
à faire ce qu'il aimait, donc à réparer des téléphones, à travailler dans des boutiques de téléphones, et c'est comme ça qu'il réussissait à ramener le pain quotidien à sa famille. Donc Waouh. Mohamed, il n'a pas attendu la guerre et le génocide pour être l'homme altruiste qu'il est. L'art de la débrouille, c'est un C'est truc ça. de fou. C'est vrai que alors j'ai remarqué un truc, les Palestiniens de Cisjordanie ou les Gazaouis, c'est des êtres vivants, humains, qui sont dotés d'une intelligence incroyable, ne serait-ce que dans la débrouille, Mm. ou bien dans tout ce qui les étude. C'est des gens vraiment, vraiment très, 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 très intelligents. Est-ce Effectivement, que tu me confirmes? c'est assez criard d'ailleurs quand on les connaît. C'est une intelligence qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est une intelligence, une vivacité d'esprit. Hors Euh, norme. c'est assez spécial, ouais. Alors moi, Ouais. j'aime pas du tout, tu sais, j'aime pas du tout dire que les Palestiniens sont plus forts, plus résistants, parce qu'on dirait qu'on se donne des bonnes raisons pour qu'ils subissent ce qu'ils subissent. Mais Mm. wallahi, que c'est vrai, ils ont une vivacité d'esprit qui leur est propre. C'est ouf parce qu'en fait, j'avais vu une émission il y a pas très très longtemps. Après, rien à voir, c'était sur la colonisation des Britanniques et des Français justement sur le Moyen-Orient pour détruire tout ce qui était l'Empire ottoman. Et il s'avérait qu'en fait que il disait que ce soit les Britanniques ou les Français, hein, les colons, il disait que les êtres les plus intelligents du monde de l'Empire ottoman, enfin du monde arabe, ce qui s'appelle le monde arabe, c'était les Palestiniens, les Libanais. Et il le disait déjà à l'époque. À l'époque, il y a plus de 100 ans déjà. C'est fou, Et ça. toi, tu me confirmes justement, tu me Ah oui. confirmes déjà ce que tu connais déjà. Et non, ça m'étonne pas en fait. Même la petite Nour qui a 12 ans, elle a une façon de raisonner qui me dépasse. J'ai 27 ans, j'ai jamais, enfin, je suis pas comme ça. Donc, je lui envie sa maturité. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je sais pas si c'est leurs épreuves, si c'est dans leur chair, en fait, qu'ils ont évolué comme ça parce que, à force de souffrance, à force d'histoire, je sais pas, en fait, ce qui les a, c'est une grâce d'Allah aussi, hein, subhanallah. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose, mais, en tout cas, c'est assez impressionnant. Ouais. Alors, quand tu regardes le chemin parcouru, qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est la satisfaction de ne pas les voir mourir de faim et c'est aussi d'être du bon côté de l'histoire. Mm. Quand, pardon, j'ai Oui. reçu un appel. Quand mes enfants, plus tard, ils apprendront à l'école ce qu'on est en train de vivre actuellement et qu'ils me diront, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps? Bah, je pourrais leur dire que j'ai pas rien fait. Je pense que c'est ça, la plus grande Exactement. satisfaction. Exactement. Si tu devais résumer Fidawam en une seule phrase pour inspirer le monde, ça serait laquelle? Voilà, déjà, si j'en inspire un ou deux ici, ce serait super bien. Euh, le monde, on verra plus tard. Le monde, déjà, il est pas forcément, j'ai pas forcément envie de l'inspirer vu dans l'état dans lequel il est. Mais Fidawam, c'est dans la continuité. C'est dire à une famille qu'on est là et qu'on vous lâchera pas. Peu importe ce qui se passera, on attendra la fin avec vous et pourvu que ça se termine bien. Fidawam, c'est un moyen, comme un autre, d'aider l'humanité. C'est le moyen le plus je pense, à mon sens, enfin, je sais pas comment extérioriser tout ce que je ressens. En tout cas, c'est un moyen qui vous est accessible. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie, il y en a beaucoup qui ont les moyens, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas à qui donner ni comment le faire. Nous, on vous propose de la transparence, on vous propose un Mhm. accompagnement, on vous propose un suivi régulier. Et je pense que on est, sans se targuer, c'est très rare des gens qui peuvent avoir autant d'arguments en leur faveur et vous proposer un service comme le nôtre. Donc, je crois que je vais terminer Ouais. avec ça. Je vais conclure, Fidawam. C'est Sarah. Pas de soucis. Alors, finalement, Sarah, penses-tu que cette aventure a changé autant ta vie que celle de Mohamed et de sa famille? Quel message aimerais-tu adresser à ceux qui hésitent encore à donner? Oh, c'est des questions. J'ai pas lu les questions avant, donc du coup, c'est prenant. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai juste nourri leur corps. Eux, ils ont nourri mon cœur et mon âme. Donc, en fait, on Mhm. s'est rendu mutuellement service. Et je crois que ce que j'ai fait, c'est moins grand que ce que eux ont fait pour moi. Sans vraiment jouer les violons et essayer de vous mettre la larme à Mhm. l'œil, on est typiquement dans ça. Ce qu'ils m'ont apporté, ça n'a pas de prix. Moi, ce que je leur ai donné, ça a un prix. C'est ce qu'on leur envoie et c'est de l'argent, ni plus ni moins. Si moi je leur en donne pas, d'autres leur en donneront. Mais eux ce qu'ils vous donnent en échange, wallahi, c'est indescriptible. Et je crois que si on ne saisit pas cette opportunité dans une vie, on ne le revivra plus. Qu'est-ce que je peux dire pour vous convaincre?
Si l'histoire de Mohammed et que le génocide n'a pas réussi à vous convaincre et que votre religion ne réussit pas à vous convaincre, c'est pas moi qui réussira. Exactement, exactement. Est-ce que, je sais pas si c'était la phrase de conclusion, mais est-ce que tu peux nous dire une phrase de conclusion si t'en as une autre, en tout cas? Oui, mais ça, j'en ai plein. Moi, tu peux me parler pendant 3 heures que j'aurai encore des choses à dire. Et merci pour cette tribune. Euh, S'il vous plaît, lorsque vous donnez de l'argent, vérifiez à qui vous le donnez parce que ça ferait tellement de mal que ça arrive à des mauvaises personnes pour des mauvaises choses. Aussi, n'hésitez pas, ça ne va pas vous appauvrir. Allah Azza wa Jal nous l'a dit. L'aumône ne va pas vous appauvrir, donc n'hésitez pas. Aussi, rapprochez-vous des Gazaouis, ce sont des êtres humains. Outre le fait de donner de l'argent, allez leur parler, demandez-leur si ça va bien. Je vous assure que c'est très important pour eux. Sarah, en parlant des Gazaouis, je pense que tu as discuté énormément avec eux. Moi, quand ils viennent le matin, parce que souvent, moi, je fais des lives le matin, comme tu le sais, je parle avec eux vite fait. Après, ils restent dans le guest, comme ça, les gens envoient des cadeaux, tout ça. Quand tu leur parles, ils sont comment? Ils sont très résilients? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que ils sont dans le désespoir ou dans l'espoir? Moi, en fait, moi, je veux savoir vraiment en profondeur, toi, justement avec l'expérience en fait du fait que tu discutes souvent avec eux. De prime abord, enfin, les premiers contacts, forcément, c'est le désespoir qui ressort. Ils ont un temps donné pour vous convaincre de les aider. Donc, ils vont vous parler avec toute leur douleur. Et ça, il faut savoir l'encaisser. En général, l'être humain, soit il part, il ferme le message, soit il est touché. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, on s'est tellement accoutumé à la misère que je ne sais même pas si nos cœurs réagissent encore à tout ça. Donc oui, quand on leur parle, c'est toujours la misère qui déborde d'eux de prime abord. Ensuite, moi personnellement, mon expérience, les Gazaouis sont très très intelligents, mais qu'est-ce qu'ils sont belliqueux. Moi, j'ai tendance à demander des preuves directement hein, avant d'aider quelqu'un. C'est une habitude que j'ai et un point d'honneur. Mais les Gazaouis, Autre chose. ils sont un peuple assez très fiers. Donc quand on leur demande, ils disent mais t'es de la police, t'es qui? Mais non, en fait, je vais t'aider et aide-moi à t'aider. En fait, fais un pas vers moi et j'en ferai 1000 vers toi. Donc ça, c'est un peu difficile au début. Ils sont tous un petit peu réticents parce que l'identité là-bas, c'est dangereux en fait. Il y en a plein qui se sont fait pourchasser par des drones parce que c'est chirurgical. Hein, ils savent qui viser, donc c'est compliqué pour eux de donner une identité, mais c'est possible. Et donc, moi, en parlant avec eux, effectivement, c'est la misère qui saute au cœur et qui saute aux yeux. Ensuite, c'est un petit soupçon d'orgueil. Et ensuite, quand ils comprennent qu'on veut les aider, ils se donnent entièrement et avec le plus grand plaisir du monde. Ouais, bah écoute, en tout cas, Sarah, merci. Merci de cet entretien, franchement. Ouais, Batman. Merci encore. Franchement, je pense qu'il y en aura d'autres parce que là c'est le premier entretien. Après, on en aura d'autres pour justement savoir. Je dis pas le bilan, on va pas dire ça, mais quelle est la situation actuellement? Est-ce que tu peux nous en dire plus, tout ça, pour en tenir informé aussi, la communauté qui en France, enfin déjà la communauté algérienne de France, parce que souvent on donne, mais sans vraiment réellement savoir. L'autre jour, enfin il y a un peu plus d'un mois, j'ai vu dans l'émission l'Hebdo Show dans une interview d'un médecin qui était très connu en France, qu'on était à la phase 4 de la famine. Et je sais pas si on est à la phase 4 ou à la phase 5 où vraiment là les Palestiniens meurent. Donc voilà quoi, on est un peu inquiet, on est un peu inquiet. Est-ce que sous nos yeux on assiste à l'extinction des Gazaouis, ou est-ce qu'il y a un espoir de retournement de situation? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. C'est une grande question. Oui, concernant la phase 4, on l'a dépassée. En fait, la phase 4, c'est une phase assez qui n'a aucun retour, puisque même avec toute l'abondance de nourriture possible, le corps se mange lui-même. Les Ouais, os se décalcifient. En fait, on est dans une réaction de survie, mais en fait auto-immune qui te tue toi-même. Donc, ouais. on est dans un stade où même si demain on leur donnait les tables servies les plus fournies, ils seraient malheureusement on Trop pourrait pas tard. les aider. Ce sont des gens qui sont tellement affamés qu'ils ont du mal à déglutir. On parle de mamans qui mettent de l'eau de mer dans les biberons des enfants. On parle d'enfants qui mangent du sable. On parle... Moi, la famille que je suis a déjà été contaminée par le sable, en fait, parce que les commerçants véreux, ils ont tamisé du sable dans la farine pour que ce soit plus lourd. Et du coup, ils ont mangé des galettes de farine. J'en ai eu les images. Je vous assure que ils meurent de tout, en fait, hein, que ce soit quand ils mangent ou quand ils mangent pas.
l'eau est impropre. Enfin, vraiment, on pourrait en discuter pendant des heures. Je pense que oui, tu peux me réinviter quand tu veux pour en Ah, moi, parler. je te réinviterai, justement, pour la situation. Là, on parle de ton collectif, mais on va te parler de la situation à Gaza et je reviendrai vers toi sur ça. Il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir, même. Avec Soit, grand plaisir. je pourrais te faire chaque jour un petit débrief, même en privé ou quoi, sur la situation, si ça t'intéresse, y a pas de souci. Bien sûr, On est bien sûr. vraiment, nous, on est vraiment, on a les informations dans l'heure, en fait. Quand il s'est passé un truc il y a une heure, on est au courant. Donc, alhamdoulilah, si ça peut rendre service et informer, on sera là. Ah, bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Les amis, Mohamed, c'est on est là. c'est la fin de cet entretien avec Sarah de Fidawam Collectif. Je vous demande à tous ceux qui sont là de s'abonner à elle. Il y aura la rediffusion sur YouTube. Et la rediffusion sur YouTube, forcément, il y aura un impact. Et parce que le live que j'ai fait, il est bien sûr, il est pour les gens de ma communauté de TikTok, mais c'est comme si je te dis, c'est embouteillé, tu vois, c'est embouteillé, et que mais c'est surtout pour la rediff de YouTube, comme ça ils verront qu'est-ce que Collectif Fidawam, s'abonner à toi et puis voilà, et ainsi de suite, ce qu'ils en feront en tout cas. Donc Merci. voilà, de repartager, de faire des donations, tout ça. Donc voilà, mais en tout cas c'est pas le dernier entretien, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres et je t'en fais la promesse en tout cas, Sarah. Est-ce que je peux te remercier et remercier les autres? Ah, il y a pas de souci, hein. Tu peux même conclure là-dessus. Allah vous récompense de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je sais que c'est pas les sujets qu'on préfère sur TikTok et si vous êtes là, c'est que vous êtes endurant. Merci coach de m'avoir donné cette opportunité de parler des gens qu'on ne veut plus entendre et qu'on ne veut plus voir. Merci de m'avoir donné la parole et c'est vraiment pour eux que je l'ai fait. Wallahi que ce n'est pas pour moi et je purifie mon intention avant chaque chose. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense. Si j'ai pu convaincre quelqu'un de la véracité de ce que vivent les Gazaouis, etc., bah, c'est une grande victoire pour moi. De grâce, si vous voulez ajouter Mohamed Ibn Raza, il est en bas. N'hésitez pas à l'ajouter. Il a besoin plus. Mohamed Ibn Raza. Il est juste là. Ouais. Et je vais conclure avec bah, aidez-les. Aidez-les et vous inquiétez pas, vous perdrez rien. Au contraire, vous gagnerez beaucoup plus que ce que vous croyez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Merci à vous tous. Merci du live. Merci barakallahu fikum. Comment dire, bah on va faire d'autres lives avec Fidawam et comment dire, et que vous inquiétez pas, on lâchera pas les Razaouis, on lâchera pas la Palestine. Ça sera libre les amis, ne vous inquiétez pas, et c'est Rabbi qui décide. Tahia Palestine, Tahia Al-Jazair, Tahia Gaza. Assalamu alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.